générosité, des talents et du cœur. C'est l'assos du jour sur studioqualita.com. Et une assos du jour bien particulière puisqu'il s'agit de One Family Found. En tout cas, la branche francophone et puis l'association dans son ensemble reçoit pour en parler Oriella Blia. Bonjour Oriella. Bonjour. Donc vous êtes responsable justement de la branche francophone de cette association exceptionnelle, on peut bien le dire, qui s'occupe des victimes du terrorisme. Voilà, on est très émus de vous recevoir parce que c'est vrai que c'est un sujet qui bouleverse, qui touche. On ne peut pas rester indifférent lorsqu'on vit ici, même lorsqu'on vit ailleurs d'ailleurs, mais en tout cas, bref, c'est très très chouette de vous avoir ici et de vous entendre sur ce que vous avez à nous raconter. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je suis aussi très émue d'être là, donc j'espère que je ferai connaître l'association à ceux qui ne la connaissent pas encore. Qui n'en ont pas entendu parler, on va dire ça comme ça. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes nouveaux immigrants qui arrivent, qui ne connaissent pas encore tout. C'est exactement le but de Qualita, de mettre en lumière les associations qui vaillent le coup. Alors, One Family Found, aujourd'hui, c'est plus de 4000 familles. Oui. Vous occupez, on va dire, de 350 francophones qui ont été victimes, directes ou indirectes, de terrorisme. Et puis, ça n'a pas toujours été comme ça, évidemment. Ça a commencé tout petit. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la création de One Family Found ? Alors, ça a débuté, en fait, à l'attentat d'août 2001 à Jérusalem, à Sbarro. Il y avait eu un vrai carnage ce jour-là, une centaine de plus de 125 blessés, si je me trompe bien, plus d'une vingtaine de personnes tuées, et une jeune fille qui s'appelle Michal Besberg, qui à l'époque avait 12 ans, devait faire sa bat mitzvah. Elle était israélienne. Elle est israélienne, d'origine belgo-canadienne, et elle entend l'histoire, et elle entend que dans toutes ces familles touchées, il y avait eu toute une famille dont les parents avaient été décimés, les frères et sœurs aussi, il n'en restait plus que quelques-uns. 8 enfants, je crois, voilà. Quelque chose comme et ça. Il en restait 5, je crois, et en fait, elle entend des histoires d'orphelins, et ça, elle dit, attends, moi, tout va bien, grâce à Dieu, je vais faire une superbe fête, les gens vont venir du monde entier pour me voir, ma famille qui habite un peu partout va venir. Et Zebilti Efshari, quoi. Elle a dit, c'est pas possible. Et elle a décidé d'annuler. Elle-même, la petite fille de 12 ans. Elle est allée voir ses parents, elle leur a dit, voilà, on va appeler la famille au Canada, en Belgique, en Israël, on va leur dire plus de billets d'avion, plus de chambre d'hôtel, plus de belles tenues, plus de cadeaux. Tout cet argent-là, on va ouvrir un compte en banque et on va le distribuer. Et je vais aller apporter des cadeaux et on va essayer d'aider à ces familles, ces enfants qui sont tout seuls, qui sont blessés, qui sont abîmés. Et voilà, c'est comme ça. Les parents ont quand même tenu à lui faire une petite bat mitzvah parce que c'était tellement beau que, bon. Mais je trouve que cette générosité d'une enfant de 12 ans, cette maturité d'une enfant de 12 ans est assez exceptionnelle. Et le fait que les parents ont suivi aussi. Les parents ont suivi et ont créé l'association 2 mois plus tard. Ils l'ont appelée One Family parce qu'en fait, ça veut dire simplement, voilà quoi, les familles sont détruites par le cataclysme du terrorisme et de la guerre. Et nous, peuple juif, on est une seule famille. Et nous, on n'est qu'une seule famille. Voilà. Ok. Alors, elle avait récolté combien d'argent à l'époque ? À peu près $100,000. Et c'est très vite parti. Donc, voilà. Ils ont créé cette association qui est une association à but non lucratif. On ne touche rien de l'État d'Israël. Tout est fait de donations. Essentiellement, pour dire la vérité, le gros des donations viennent du Canada, d'Angleterre et des États-Unis, bien sûr. Mais bon, on reçoit des sommes de temps en temps correctes, des fois des tout petits dons, quelquefois le moins de petits dons de toute façon est le bienvenu du monde entier, d'Israéliens bien sûr, et puis bon, de France, mais c'est voilà. Ok, alors à l'époque, l'association n'était pas du tout francophone, n'était pas tournée vers les francophones, elle était plutôt anglophone, en tout cas même si c'est une association israélienne, de par l'origine de leurs créateurs, tout le monde parle anglais, et donc forcément... Et même au sein des personnes qui travaillent avec nous, les assistantes sociales, la plupart sont toutes anglophones de naissance. Le hasard a voulu que ça se passe comme ça, mais ça aide énormément, parce qu'effectivement, quand les gens sont en face de nous, ne parlent pas forcément bien l'hébreu, on peut se débrouiller toujours en anglais. Or, on sait qu'en Israël, tout le monde, à peu près 90% de la population parle anglais. D'accord. Alors, vous accueillez One Family. Après, on parlera plus spécifiquement de la branche en français. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les Israéliens touchés. Tous les Israéliens. On ne fait aucune distinction dans l'origine de l'Israélien ni dans la religion de l'Israélien. Nous avons des familles, évidemment,
majoritairement juives, puisqu'on est quand même en Israël. Bien sûr. Mais nous nous occupons aussi de familles qui ont subi, qui ont été présentes dans un acte de terrorisme ou pendant la guerre, les différentes opérations militaires. Quand on a décidé de s'occuper aussi des soldats après la Seconde Guerre du Liban, on s'occupe de familles druzes, bédouines, musulmans, chrétiennes. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Et vous vous en occupez exactement de la même façon pour tout le monde. Alors, pourtant, la branche francophone est née, on va dire, en 2003 environ. Qu'est-ce qui a fait que ça existait et qu'on est venu vous chercher, en tout cas, pour diriger cette branche-là à titre bénévole? Alors là, je le précise parce que les journées d'Oriella Blia, à mon avis, sont en Val 2. Hein, je pense ça parce qu'elle est pharmacienne dans la vie. Donc, elle travaille le soir, je crois, super femme, hein, on peut le dire, jusqu'à très tard dans la nuit. Le matin, elle travaille bénévolement, et ça, vraiment, franchement, colle à cavode, pour cette association One Family Fund. Et puis, elle gère aussi les urgences après minuit, quand, voilà. Et ben voilà. Malheureusement, si c'est comme les médecins. Hein, si vous vous trouvez occupé, vous allez sûrement revoir votre copie. Enfin, bref. Donc, Alors, voilà. Donc, comment c'est venu? En fait, nous, à l'origine, je m'occupais déjà de victimes de terrorisme, en fait. C'était, pour l'anecdote, ça a commencé quand je suis arrivée en Israël en 95. On était justement à Donaolé. Je vois un petit flyer et je lis: nous recherchons des bénévoles pour s'occuper de personnes. C'était le début de l'intifada, victimes de terrorisme. Ok, donc je téléphone et on m'attribue une famille qui était de Kiryat Arba et où la maman de la famille avait perdu son mari qui avait été tué d'une balle dans la tête. Et de là, ça a fait... Bon, je suis rentrée à l'Unifin là-dessus comme Olé Khadasha. Et je me suis retrouvée responsable de la section de Jérusalem. Et il y a eu l'attentat du Rimon en décembre. Où il y avait beaucoup de francophones. Où il y avait énormément de francophones. Et à l'époque, Esther Blum, que vous connaissez bien. Mais bien sûr, qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue en passant. Était directrice de l'Unifan. Et moi, sur le moment, plein de copines sont venues me voir en me disant: il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut aller les voir, les étudiants et tout? Donc, sur le tas, on a organisé quelque chose. Et après, on a décidé de construire vraiment une branche d'aide aux victimes terroristes qui dépendait de suite à l'attentat du café Rimon. Et donc, Esther, je crois qu'elle a eu l'idée de créer la COVID. Absolument. Alors, on a créé la COVID. Commission d'aide de l'Unifan aux victimes du terrorisme. Et donc, on fonctionnait avec les fonds de l'Unifan qui n'étaient pas très gros. Pas très élevés, ouais. On était aussi une branche de copains bénévoles. Et, il y avait quoi? Il y avait des psychologues? Il y avait des psychologues, puis des gens tout simplement qui voulaient aider. Donc, on a fait une très grosse formation qui a duré plusieurs semaines. On a eu des formations avec des gens du MADA, avec des gens de l'armée, avec des rabbinim, avec des avocats, avec un médecin qui est venu spécialement de France. Pour savoir comment réagir. Et on a fait venir un médecin qui est victimologue, qui est médecin et qui a aussi été spécialiste urgentiste et du terrorisme de France, qui est venu nous faire une formation. Un psychologue, le docteur Feldman, que vous connaissez peut-être, qui est aussi spécialisé là-dedans. Donc, on a fait une très grosse formation et on s'est lancé et on a commencé à s'occuper des Français. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait des familles françaises, c'était en l'occurrence des familles de Kiryat Arba, qui étaient aussi pris en charge par l'association One Family. Donc vous avez commencé à avoir des échanges avec eux. On parlait de temps en temps ensemble, on s'échangeait des courriers et tout. Et quand j'ai vu qu'on commençait vraiment à trop grossir, malheureusement, je dirais, je me suis mise en contact avec Chantal Belsberg, qui est la directrice créatrice de l'association. Et la maman de la petite jeune fille, Michal, voilà. Qui a grandi depuis, mais la maman de Michal. Et je lui ai dit: écoute, dommage que toi, d'un côté, tu fais ça, moi, de l'autre côté, je fais ça, c'est un peu dommage. On s'unit, quoi. On essaie de travailler ensemble et de faire des choses ensemble. Donc, elle m'a dit: ok, très bien, tu prends la responsabilité de la branche francophone. Et je m'occupe de tous les francophones, Canada, Luxembourg, Maroc, Tunisie, le Belge, je ne sais pas, tous les francophones. Alors, qu'est-ce que vous y faites dans cette branche francophone? Qu'est-ce qu'on fait pas? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites au sein de One Family Fund? Mais c'est important de préciser pour ceux qui nous connaissent. Il y a peut-être aussi des gens qui ont été victimes d'attentats, qui ne savent même pas que vous existez, qui ont peut-être besoin de soutien. Je tiens quand même déjà à dire une chose. Une première chose qui est extrêmement importante à propos d'attentats. Et surtout puisque nous sommes ici avec des Olim Radachim ou pas. Une chose fondamentale, si vous êtes un jour témoin d'un attentat ou victime, c'est-à-dire légèrement blessé, mais vous considérez qu'après l'avoir vu tout ce qui s'est passé, votre petite égratignure, ce n'est rien, c'est pas grave. Allez quand même vous déclarer dans un hôpital, tout de suite, ou à la police, ou dans un hôpital pour dire: voilà, l'attentat qui a eu lieu tel jour, j'étais là-bas.
Et l'idéal étant de passer par l'hôpital, parce que ça, à ce moment-là, c'est certain que vous rentrez dans les dossiers du Bitoir-Leomi. Et alors, c'est certain que même si vous avez un contre-coup d'un traumatisme psychologique ou bien physique, après contre-coup à votre blessure, ou que, je sais pas, le bruit d'une détonation vous a fait perdre l'audition, c'est quand même un handicap. Vous êtes reconnu par le Bitoir-Leomi, même il y a 10 ans pour se faire vraiment reconnaître, mais après, vous êtes pris en charge. Et ça, c'est fondamental, et les Olim ne le savent pas assez, quel que soit leur pays d'origine. On est présent dans un attentat, il faut aller se déclarer, même si on n'a rien par rapport à quelqu'un qui a été amputé d'une jambe ou quoi, il faut quand même aller se déclarer à l'hôpital. C'est fondamental. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On aide les personnes sur différents plans, aide financière, aide juridique, aide psychologique, aide médicale, aide sociologique, aide au métier, aide à la réinsertion. On fait des rougim, on organise des voyages, des séminaires, des groupes de parole. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vois que c'est très étendu, vous faites énormément de choses, mais c'est un besoin de se retrouver entre gens qui ont vécu le même traumatisme, oui. Qui parlent la même langue ? Absolument. Alors déjà, même sans parler la même langue, le langage de la douleur est un langage universel. C'est de ce langage-là que je parlais. Voilà. Alors celui-là est assez universel, malheureusement. Et oui, c'est fondamental. Alors c'est évident que, par exemple, si on va faire tous les ans, on fait des colonies de vacances. À Sukkot, Pessah, Hanouka et l'été. On emmène les enfants, quel que soit leur niveau religieux. On fait des groupes de gens religieux, donc filles, garçons séparés, et on fait des groupes mixtes, qui sont par tranche d'âge. Mais qui sont aussi, si je puis dire, entre guillemets, parce que je n'aime pas le mot, mais j'en trouve pas d'autre là maintenant, par catégorie. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas un enfant qui a été blessé avec un enfant du même âge qui a perdu son frère, ou avec un enfant du même âge qui a perdu un père, une mère, voire les deux. Chaque souffrance étant différente, et donc, voilà, on fait déjà des groupes comme ça. Et surtout pendant les colonies de vacances, même si tout le monde part ensemble pour les activités, pour les soirées, pour les barbecues et autres, dans les moments entre guillemets thérapeutiques, alors on va les séparer pour que chacun. Et c'est vrai que un enfant qui a perdu une mère, qui a sa propre souffrance, qui va se retrouver avec d'autres enfants qui ont vécu la même souffrance, il y a un dialogue et une reconnaissance qui se crée, et ça devient des amis pour la vie, et des amis qui ont des liens où ils n'ont même pas besoin de se parler, quoi. Quelquefois, de se tenir la main, de se sourire, de pleurer ensemble, de se regarder, ça leur suffit largement. Et pareil pour les parents. Les parents qui ont perdu des enfants, c'est une souffrance que seul un parent qui a perdu un enfant peut comprendre. Donc, aller rencontrer, visiter une famille qui vient de perdre un enfant en disant « oui, je te comprends », ça peut être vrai que si vraiment on a perdu un enfant. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au-delà des activités proprement dites, vous êtes aussi là, vous, les bénévoles, pour les accompagner, par exemple, au cimetière, dans les Tkassim, dans les hôpitaux. Vous êtes là aussi ? Tout le temps. L'exemple type du TKS, c'est la Haskara, quand il y a eu décès. Donc, on est là, on est là avant, on est là le jour de la Haskara. On a ou un bénévole, ou une batcheroute, ou des assistants sociaux qui est là. Il y a un représentant, tout ça, de l'association. Même en sachant qu'il y a des fois, on a des journées où on en a 5 ou 6, quoi, parce que quand c'est des gros pigouïms, malheureusement, on se trouve vers tout le pays. Pour Yom HaZikaron, on passe les 15 jours qui précèdent Yom HaZikaron, on va de famille en famille. La veille, on est dans les cimetières de tout le pays à mettre des Ner Zikaron au nom de What Family sur toutes les tombes en question. On fait une énorme cérémonie qui a lieu dans les locaux de What Family à Jérusalem, qui au début regroupait 50, 100 personnes. Maintenant, on arrive à 700 personnes facile. Donc je les compte. On va dire que maintenant, on entre vous ne rentrez plus dans la rue. Enfin, bon. Et c'est des Tekassim qui sont d'une force. D'ailleurs, ils sont tous en vidéo sur le site de One Family Internet. Voilà, si vous avez envie de voir de quoi il s'agit, voilà, www.onefamilytogether.org. Et ce sont des stickers qui sont très très forts, très émouvants, avec des témoignages, avec de la musique aussi, enfin des jeunes qui nous font de musique douce évidemment, mais on commence finit par la Hatikva, on commence par le Kaddish, El Melech HaChamim. Enfin, c'est très fort, c'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus émouvant. C'est difficile pour vous, c'est de plus en plus difficile. Parce que ça fait longtemps maintenant, puisque l'association a été créée depuis 2003. Chaque fois, on se dit la famille ne s'agrandira plus. Et voilà, malheureusement, on vient encore de l'élargir avec la famille du Rav Raziel. Mais c'est de plus en plus dur parce que c'est comme faire une brûlure sur un endroit qui a déjà été brûlé. C'est comme on se casse une jambe et on recasse la même jambe plusieurs fois. Donc, c'est prendre la même souffrance. Et donc, même pour nous, accompagnateurs,
On en arrive, je dirais pas l'identification, mais c'est très très fort. Comment vous faites pour justement dépasser cette douleur? Parce que vous vivez avec tout le temps, en fait. C'est pas la vôtre, mais c'est devenu la vôtre, quoi, forcément. Forcément. Donc oui, dépasser, parce que la vie continue malgré tout, et même pour eux d'ailleurs, la vie continue, et qu'on trouve des forces dans nos enfants, on trouve des forces dans quelquefois... On doit se faire aider psychologiquement. Oui, il faut qu'on parle. C'est évident, on ne peut pas garder ça pour ça. Donc, il y en a qui se font aider psychologiquement. Nous avons des psychologues dans le sein de l'association qui nous aident à nous aussi. Donc, on fait des débriefings. On a une ostéopathe, par exemple, du Canada qui est bénévole chez nous, qui est venue bénévolement s'installer en Israël pour être bénévole à One Family. Et qui, elle, s'occupe des bénévoles et des gens qui travaillent là-bas, qui les traitent, de façon à pouvoir aussi leur permettre parce qu'on finit par avoir mal quelque part, ne serait-ce que pas. Mais c'est psychosomatique, quoi. Alors, il y a quelques années, je crois que c'était juste après Tsuketan, vous avez décidé, ou même peut-être que c'était avant Tsuketan, vous avez décidé d'ouvrir l'association aux jeunes soldats blessés à l'armée. Seconde guerre du Liban, voilà, autant pour moi. Vous avez ouvert l'association... La Seconde Guerre du Liban a été, tout le monde s'en souvient, d'abord on a commencé par s'occuper des familles qui étaient dans le nord, qui subissaient les bombardements, donc on avait trouvé des tas de familles bénévoles pour accueillir. Il y avait une solidarité nationale extraordinaire et One Family était parmi ceux-là aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les télévisions, il y avait en permanence les numéros des associations qui tournaient, la nôtre il tournait en permanence. Et puis bon, il y a eu malheureusement une hécatombe dans nos soldats et beaucoup de blessés, beaucoup trop tués. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. Aussi, il faut les aider, quoi. Ces familles, il faut les soutenir et tout. Et donc, on s'est mis à aider. Alors, on a organisé énormément de choses pour les soldats blessés, qui a été après, on a pris sur le tas pour la Seconde Guerre du Liban. Et puis, on s'est malheureusement plus développé et on a mieux appris pour les autres opérations. Et par exemple, pour Tsuketan, on a pris en charge tous les soldats blessés. On leur a fait faire des voyages en Angleterre. On leur a fait faire des rougues thérapeutiques de photographie et c'est assez étonnant de ce que ça a pu donner. Et c'est très beau. On allait sur place à l'hôpital à Tel HaShomer, là où ils étaient tous en rééducation. Et on leur a fourni des appareils photo de pointe. Bon, il y a des donateurs pour tout ça, évidemment. On fait des appels. Il faut quand même préciser que vous avez un lourd budget fonctionnement, mais que vous réussissez à couvrir seulement avec des dons. J'imagine que c'est pas simple non plus. Non, c'est une grosse bataille. C'est combien le budget de fonctionnement de One Family? Plus de 3 millions de dollars. On est entre 3 et 4 millions de dollars. Donc, c'est Et vous n'êtes pas aidé par l'État d'Israël? Pas du tout. Et on fait beaucoup, c'est-à-dire qu'on organise... Là où l'État d'Israël, par exemple, va aider à l'aide au logement, nous, on va rajouter. L'État d'Israël va dire, on fournit une chaise roulante, donc on va donner une chaise roulante d'un niveau supérieur. Là où l'État d'Israël va dire, on va aider, par exemple, aux études, on va compléter. Pour tout, enfin vous intervenez dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, on a aidé à l'achat de certains appartements, on a aidé à des mariages, on a aidé à des bar mitzvahs. On a des programmes pour ça. On a le programme d'abord. Oui, vous avez un programme très sympa de jumelage. Jumelage bar mitzvah et bat mitzvot, où ce sont des jeunes qui décident de faire la bar mitzvah en même temps qu'un enfant qui est ici ou orphelin ou grièvement blessé ou endeuillé. Et il va le faire en même temps, soit ici, soit là-bas. Ils vont se connaître, ils vont échanger. C'est très, très fort parce que c'est quelque chose qui montre aux jeunes d'ici qui ne sont pas tout seuls, que les autres jeunes à travers le monde pensent à eux et eux, ça leur apporte aussi énormément. On a un programme Big Brother, Big Sister qui consiste en fait en des jeunes gens après l'armée parce qu'on a vraiment besoin que ces jeunes gens-là soient très forts psychologiquement. Alors ça, c'est pas forcément des gens qui ont été blessés, c'est des soldats qui décident ils ont fini l'armée parce qu'il faut vraiment avoir un bagage de maturité et ils viennent nous aider comme bénévoles. Ils adoptent pendant 1 an, 2 ans un jeune enfant qui a été ou très très grièvement blessé ou bien qui a perdu un frère, une sœur ou un parent. Ils adoptent, ça veut dire quoi? Il adopte, ça veut dire qu'il va faire ses devoirs avec, il va lui donner son numéro de téléphone, il va être présent pour lui, il va l'emmener de temps en temps à un match de foot au cinéma, voir un spectacle de danse pour les jeunes filles, l'accompagner dans des rougim, plein de choses, aller ce soir on va aller manger une pizza et surtout être en contact avec lui au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et ça crée des liens... Oui, vous m'avez raconté une histoire très émouvante en préparant l'émission. Vous pouvez la redire. Je peux la redire. On va essayer de. Enfin, la dire. Voilà. C'était c'est l'histoire d'un jeune homme comme ça qui était soldat et qui adopte un petit jeune chez nous. Et un jour, il était en Milouim, il était de garde la nuit et son téléphone sonne. Il voit le numéro de son
entre guillemets, son petit frère. Et il lui répond. Et pendant 20 minutes, il est resté au téléphone. Et en fait, c'était 20 minutes de silence. Et après 20 minutes... Ça veut dire qu'il a décroché. Il a décroché son téléphone, il a vu le numéro, il a télécroché, il a dit « Allô, ça va ?» Et l'autre n'a pas répondu. Et l'enfant n'a pas répondu. Et pendant 20 minutes, il est resté silencieux au téléphone. Et l'enfant a raccroché en disant « Je te remercie de m'avoir écouté ». Il a raccroché. Et moi, chaque fois que j'écoute voilà, j'ai des frissons là, je ne le montre pas, mais j'ai des frissons. Ouais, c'est très fort. Ça en dit long. Et c'est tout. Voilà, on est là pour ça. Et c'est énorme parce qu'en fait, c'est pas que pendant les vacances ou on est là. Il sait qu'on peut parler. Or, il faut savoir aussi que quand on est face à la douleur intense et au traumatisme d'un attentat, la violence de l'attentat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout la même chose que la fait, par exemple, de perdre un enfant par maladie. C'est comme un accident de voiture, c'est d'une violence épouvantable. Donc la violence d'un attentat fait que les gens autour, les familles, les proches, sont aussi en PTSD. Mais non. C'est se faire reconnaître et pouvoir exprimer aux autres sa souffrance. À un moment donné, la famille proche, elle a beau être là, elle a beau écouter. Ça suffit plus. C'est pas ça, c'est qu'il y a une lassitude. Ouais. On sent que de l'autre côté, il est là, mais qu'il voudrait ne pas être là. Clair. Bah oui, parce que c'est dur aussi pour ceux qui écoutent. Voilà, c'est dur aussi pour ceux qui écoutent. Et puis d'un autre côté, aussi, ils ont leur vie. Ok, t'es ma sœur, t'as été... C'est pas quand même... c'était un manque, j'imagine, dans la société israélienne, qui est une société très pudique, où il ne fait pas bon de se montrer comme victime, d'avoir un espèce de parole, comme ça, on peut officiellement l'être et être reconnu sans pour cela être dévalué dans sa façon d'être, tout simplement, dans sa nature propre. Il n'y a pas d'évaluation en Israël dans la victime. Non, c'est sûr, mais... Israël est un pays, on peut franchement le dire, sur 8 millions d'habitants, je pense que 8 millions connaissent quelqu'un. Qui a connu où ? Qui connaît quelqu'un ? Oui, mais... Anachnou Medgabrim, Oui, parce que c'est l'israélien. Voilà, on est en état de guerre permanent, non, on risque tous les matins d'avoir un bus qui saute, mais on est israélien. Voilà. Donc effectivement, c'est rare, je veux dire, d'avoir un espace de parole où on peut lâcher prise. On lâche prise et ils savent qu'ils peuvent lâcher prise chez nous et ils se lâchent. Hein. Vous avez des femmes qui craquent au milieu d'un cours de yoga, vous allez en avoir d'autres qui vont être en train de peindre un tableau et qui vont s'effondrer. On part en voyage et tout à coup, vous êtes avec... je suis partie en France avec plus de 2 fois avec 30 mamans endeuillées, qui ont perdu des enfants, et vous en avez eu qui est au Louvre, qui regarde, qui est ébahi par les sculptures, et tout à coup va s'effondrer. Qu'est-ce qui se passe ? On est là tout à l'entourer, alors que 30 secondes avant, la même racontait des histoires, quoi, et drôles. Et qui te dit, mais mon fils ne verra jamais ça. Et moi, je ris, j'ai pas le droit. Et là, il faut donc reconstruire. C'est-à-dire que ce sont les gens qui souffrent par un acte d'attentat et qui souffrent de deuil se donnent le droit sans se donner le droit. Ils sont obligés de le prendre parce que c'est la vie et qu'il y a d'autres personnes autour d'eux qu'il faut soutenir aussi. Mais c'est des deuils qui ne se font pas. Mais Israël connaît ça. Alors malgré la pudeur, malgré la formation pudique, et puis on est tous des soldats et on ne montre pas et machin... Il n'y a qu'à voir la solidarité qui se passe quand il y a quelque chose, quand il y a un attentat. Regardez la solidarité quand il y a une opération militaire où le peuple entier est uni, quelles que soient ses opinions. C'est unique au monde. C'est unique au monde. Et honnêtement, il faut dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous depuis toutes ces années ? Ça a été de me retrouver en face de gens que je connaissais intimement, ou proches, des amis proches, des gens avec qui j'ai grandi, qui ont perdu des enfants. Et c'est très, très dur. Des actes de terrorisme, bien sûr. Ouais. Ça a été très dur parce que ça reste aussi une blessure personnelle, quoi. Même parce qu'on les connaît et qu'on sait à quel point ils souffrent. Voilà, je crois que c'est... Ce qui a été le plus dur aussi pour moi, je vais être très honnête, ça a été Tzuk Eitan, parce que j'avais mes 2 enfants à l'armée et que ça n'a pas été simple. D'un côté, de m'occuper des familles de victimes et d'aller à l'enterrement des soldats tués et de savoir que j'avais mes enfants à Gaza mais bon, on est tous un peuple et on est tous passés par là et malheureusement on a tous nos enfants qui un jour vont à l'armée, donc ils gabèrent et on grandit avec ça et on garde des grandes blessures à l'intérieur, mais Baruch Hashem, quoi. Vous n'avez pas envie d'arrêter parfois, de dire ça y est, je peux plus? Non, je peux pas.
Je peux pas. On me dit, il y a des fois, on me dit, écoute, ça suffit, là, je suis fatiguée. Il y a des fois, c'est vrai que je suis très fatiguée, j'ai quand même une vie intense, mais je peux pas. Je peux pas parce que je me donne pas le droit de le faire. Grâce à Dieu, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai un métier. Je connais des gens qui ont perdu des enfants. On a subi pas mal de traumatismes aussi à titre privé, mais je peux pas. Je crois que c'est héréditaire aussi. Ouais. Mon papa, Zichrono Livracha, était un grand bénévole devant l'Éternel et il a porté ça jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense que je pourrais jamais. C'est passé dans les génétique. gènes. Voilà, c'est ça. Même mon fils, il fait ça, puisque lui, il est à Otzma. Il s'occupe des orphelins de guerre aussi. Donc, je veux dire, ça doit être vraiment familial. C'est familial, sûrement. Si les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont envie de venir vous aider, il y a de la place pour accueillir d'autres bénévoles? Il y a de la place pour les bénévoles dans tout le pays. Il y a de la place pour les donateurs. Il y a beaucoup de place pour les donateurs. Bien évidemment. On peut même faire les deux, être donateur et bénévole, c'est aussi possible. Absolument. Non, il y a de la place. Il n'y a pas de petite somme, n'est-ce pas? Il n'y a pas de petite somme. Ça peut commencer au shekel symbolique. Ça peut finir par tout ce que vous voulez. Comment on fait Alors, il y a d'abord, vous pouvez appeler les locaux, leur dire on veut donner de l'argent. Vous pouvez aussi me contacter. Il y a la page Facebook. Il y a la page Facebook, on la donne. Ça s'appelle One Family Fund en français. Oui, parce qu'il y avait aussi One Family Fund qui correspondait à la page en anglais. Il y a le site internet qui s'appelle One Family Together. Parce que le fait est qu'on s'appelait One Family Fund à l'origine et on s'est rendu compte que quelqu'un d'autre dans le monde a créé une association qui n'a rien à voir pour ça. Donc on a dû changer de nom et on s'appelle maintenant One Family Together. Mais si vous tapez One Family Fund et vous trouvez que le logo, notre logo rouge en forme de Magen David avec des enfants qui se tiennent, c'est nous. Donc on peut, on peut donner là-bas, on peut aider là-bas et on prend toutes les aides possibles et inimaginables. Et merci d'avance. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que la famille ne s'agrandisse pas, qu'on s'arrête là. On se le souhaite chaque fois en espérant que ça sera le dernier membre de la famille et on souhaite vraiment que le Rav Raziel Zichrono Livracha et la famille dont on s'occupe, dont on va s'occuper aussi bien, j'espère, sera la dernière. Je tiens juste à dire une autre chose, puisque nous sommes avec les francophones, si on a encore une petite minute. Mon travail consiste aussi à essayer de trouver de l'aide financière venant de France. Par l'État français. L'État français est un des rares pays au monde à indemniser les victimes du terrorisme au même titre qu'Israël le fait. Ils ont un secrétariat d'État aux victimes et jusqu'à présent, depuis donc maintenant 15 ans, etc., que je m'occupe, j'ai eu qu'un seul cas de refus, mais si on est victime du terrorisme, normalement, et qu'on est français, passeport français, etc., l'État français aide. Et ça fait partie du travail. Alors c'est très long. C'est beaucoup de travail, c'est parce qu'il faut traduire tous les documents et c'est aussi monter des dossiers qui tiennent la route. Et ils ne reconnaissent que si, ici aussi, on est reconnu par le Bétouar Lumi, chose aussi que One Family est obligé de faire pour réduire. Oui. Parce que l'État nous a imposé. On n'a pas parlé de ce dossier, cette partie de votre activité, mais vous aidez énormément dans les procès auprès du Bétouar Lumi, dans tout ce qui est papier, reconnaissance de statut de victime, etc. Vous faites un travail exceptionnel, on peut le dire. Non, mais c'est vrai. Parfois, on est aussi perdu, non seulement la souffrance, mais aussi la langue que parfois on ne maîtrise pas. C'est pour ça que c'est très important qu'on parle avec les gens qui ont la même langue maternelle que soi, et que on a des gens qui parlent russe chez nous, des bien sûr, des anglophones, c'est très important. Parce que le barrage de la langue quand on est traumatisé est énorme. Et la souffrance revient souvent en sfatem. On parle plus spontanément et plus à cœur ouvert de sa langue maternelle, même si on était braisant depuis 30 ou 40 ans. Bon, écoutez, Auriella, merci beaucoup d'être venue. On vous souhaite beaucoup de facilité dans ce que vous avez à faire et on espère, nous aussi, que la famille ne s'agrandira pas. Et embrasser les Raziel pour nous. On ne manquera pas. Voilà, à bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.